auquel a assisté la cour, puisque la famille d'Alexia a été entendue. Sa maman souhaitait en fait s'adresser directement à son ancien gendre. De son côté, le papa, lui, a pris la parole peu après midi à la sortie du tribunal, affirmant que Jonathan ne l'a jamais regardé en face pendant toute la matinée. Il baissait la tête, a-t-il dit, et de se confier sur la difficulté de ce moment. Être face à lui, c'est dur. Vous entendrez le papa d'Alexia dans un instant. Il s'est exprimé il y a moins d'une heure sur le parvis du tribunal. Hier, lors de la seconde journée d'audience, de nombreux experts ont été entendus. Le médecin légiste est revenu sur l'autopsie du corps d'Alexia. Un moment difficile pour les proches de la jeune femme qui ont dû faire face à tout ce qu'Alexia a subi. Et l'évocation des coups violents reçus par la jeune femme ont gêné ses parents qui ont préféré quitter la salle. Quant à Jonathan, il a fini par se boucher les oreilles pour ne pas entendre les conclusions du rapport. Dossier complet dans un instant. Manuela, que je vais recevoir, a été témoin de terribles scènes de violence, des scènes qui l'ont marqué à tout jamais. Lorsqu'il fonde une famille avec Josiane, André, un banquier issu d'une famille aristocratique française, est loin d'imaginer ce qui l'attend. André et Josiane deviennent les heureux parents de 3 enfants, la petite Manuela et ses 2 frères jumeaux. En apparence, ils forment donc une famille parfaite. Mais en réalité, André et Josiane cachent à leur entourage un terrible secret. Ils sont tous les deux alcooliques et ils vivent une relation de couple tumultueuse, rythmée par la violence conjugale. Mais chose rare, c'est André, l'homme de la maison, qui est la victime de la furie de sa femme. Quotidiennement, le père de famille est roué de coups, sous les yeux impuissants de ses 3 enfants, parfois même à coups de béquilles. Des scènes profondément choquantes qui hantent encore Manuela aujourd'hui. La petite fille du couple, Manuela, sera en direct avec nous. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de cet adolescent de 17 ans qui a été grièvement blessé à l'arme blanche lundi lors d'une rixe qui s'est déroulée près de son lycée du 19e arrondissement de Paris. Il n'était pas connu des services. Pour nous expliquer les procédures judiciaires, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Jean Dorido, docteur en psychologie, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Le procès de Jonathan Daval se poursuit donc au palais de justice de Vesoul. Hier, lors de la 2e journée d'audience, le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie d'Alexia a été entendu pendant plus de 6 heures. Il est revenu sur la dizaine de coups portés au visage de la jeune femme, sur l'étranglement qui a duré plusieurs minutes et enfin sur la crémation du corps. Une audition longue et détaillée que n'ont pas supporté les proches d'Alexia. Ses parents ont d'ailleurs quitté la salle dès l'évocation des premiers coups, comme il avait déjà fait lundi lors de la diffusion des photos du cadavre d'Alexia. Sa mère est d'ailleurs apparue très émue devant les caméras. Aussitôt qu'on parle de ma fille dans des termes de légiste, de massacre qu'elle a subi, je ne peux pas écouter, c'est de ma fille qu'on parle. C'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle. C'est pas d'un bout de viande. Je ne peux pas le supporter. On le sait qu'elle a été massacrée. On le sait qu'elle a été brûlée aux parties génitales, sur les coups de poing. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu subir en horreur. C'est tellement horrible que je n'arrive pas à l'intégrer. Voilà, on imagine à quel point c'est compliqué pour les parents. Avec nous en direct sur ce plateau, Laura Lebar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes psychanalyste. On entend la douleur pour cette maman d'avoir à entendre le récit qui est fait par les médecins légistes de ce qu'a vécu sa propre fille. Une douleur qu'on peut comprendre forcément. Ah ben c'est terrible parce qu'à partir de là, elle va mettre des images sur des mots. C'est son gendre. Lui, il se bouche les oreilles, il n'écoute pas. Enfin, il y a quand même... C'est très très compliqué. Là, on met des images sur quelque chose qui est déjà douloureux. On arrive à visualiser ce qu'a subi sa fille. J'ose imaginer que ça a dû être extrêmement difficile. Jean Dorido, c'est un moment compliqué pour les familles, dans un tribunal, d'entendre le récit, surtout des médecins légistes qui sont très détaillés et très clairs dans ce qui s'est passé. Ah oui, c'est extrêmement compliqué, puisque, bien sûr, ma consoeur l'a rappelé, chacun se fait un récit supportable.
lorsqu'il se passe un drame comme ça. Et là, la réalité vient les chercher en fin de compte. Et donc, ils sont confrontés les uns les autres à ce qu'il y a de plus sordide. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de travail d'acceptation, de digestion à faire à ce moment-là, puisque bien sûr, le récit jusqu'à maintenant que chacun se faisait dans son esprit était fait de telle sorte que tout cela puisse finalement être supportable. Et là c'est insupportable, typiquement. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ouais, Maître Florence Rau, vous avez l'habitude justement de ces moments dans les cours d'assises. C'est des moments qui sont très durs, c'est des moments qui sont pénibles. Et là, on a vu la famille qui a souhaité sortir pour ne pas avoir à entendre toute cette douleur. On comprend ces familles qui ne peuvent pas écouter ça. Oui, c'est ni dur, ni difficile à vivre, c'est insupportable. C'est quelque chose qui ne peut... Enfin, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. C'est des photos d'autopsie, c'est sordide. Alors sordide, c'est très clinique, vous savez, c'est des photos en noir et blanc ou en couleur très crue, avec des éclairages qui sont violents. Et puis c'est ce qu'on imagine, hein. C'est un corps, c'est des organes qui sont enlevés du corps, placés dans des récipients, enfin... C'est abominable. Comment voulez-vous qu'une mère ou un père puisse voir ça? Moi, j'ai un souvenir qui m'a profondément marqué. C'est dans un dossier qui était très médiatisé, où le père n'avait, pendant l'instruction, pas voulu suivre le dossier et où, à l'audience même des Assises de Paris, il a voulu voir le dossier de l'autopsie. Je ne veux même pas en parler parce que, ne serait-ce que d'y penser, ça me fait encore presque monter les sanglots, vous voyez. Et je suis l'avocat et je suis très en dehors de tout ça et je garde à distance. Donc imaginez le parent, c'est insupportable. Insupportable, de même que le récit de l'expertise des experts qui, eux, font leur travail de façon très professionnelle, mais en même temps, on appelle un chat, vous savez. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Et là, vous n'avez plus de... comme le disait Jean, il n'y a plus d'être humain derrière. Il n'y a plus Alexia ou quelqu'un d'autre. Enfin, l'être qu'on aime, l'être qu'on a élevé, qu'on a porté, qu'on a élevé, qu'on a chéri, ça n'existe plus. On parle de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Et en même temps, ça laisse figer à jamais une image qui va effacer la précédente, celle d'Alexia, telle qu'on la voit là. C'est ce que disait Laura Lebar, justement, quand elle disait absolument. Tout à coup, on met des images sur le drame et sur le calvaire. Ça vous saute à la figure, ça vous prend à la gorge, ça vous prend aux tripes, et ça ne vous lâche plus. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que moi, je refuse toujours que mes clients voient ces pièces-là dans le dossier et que j'essaye, quand c'est possible, mais parfois, je ne peux pas aller contre leur volonté. Et là, je n'ai pas pu y aller. Et je peux vous dire que ça a été vraiment excessivement douloureux, y compris pour les magistrats qui ont l'habitude et pour moi aussi, qui pourtant suis rompue à ce genre d'exercice. Je fais toujours en sorte qu'ils n'entendent pas ces moments et qu'ils ne voient pas ces images et qu'on puisse faire autrement, qu'on dérive leur attention sur autre chose parce que c'est pas supportable. Alors, ce qui était intéressant, c'est de regarder bien évidemment les réactions de Jonathan Daval et à la lecture du rapport d'autopsie, Jonathan Daval, lui, a baissé les yeux. Il s'est enfoncé peu à peu dans son box jusqu'à se coucher sur son banc en boule pour ne plus apparaître du tout avant que son avocat ne lui demande de se relever. Jonathan Daval s'est alors bouché les oreilles quand le légiste a parlé de la crémation du corps, une attitude que Cathy Richard, avocate de certains membres de la famille d'Alexa, a interprétée comme une fuite et elle s'est exprimée chez nos confrères de BFM TV. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, une toute puissance intérieure, mais qui est incapable de se confronter aux autres. Et là, non seulement il doit se confronter à la famille, il doit se confronter aux proches, mais il doit aussi se confronter à la justice. Oui, et il doit se confronter aussi à la réalité, Laura Lebar, parce que là, tout à coup, la réalité de ce qu'il a fait, on lui présente. Mais on va le retrouver tout au long de l'histoire. C'est-à-dire qu'il l'étrangle, donc il a une volonté de ne pas entendre au départ ce qu'elle a à dire. Il supporte mal l'opposition. Il ne regarde pas le père, donc son beau-père, le papa d'Alexia. Il se bouche les oreilles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'opposition. Il a développé des TOC, donc des mécanismes de défense adolescents. Je pense que dans sa structure, il y a un problème d'ego. Il n'est pas capable d'affronter ce qu'il a fait, ni ce qu'il est. Jean Dorido, docteur en psychologie, c'est intéressant le comportement de Jonathan Daval parce qu'il y a une forme de fuite, c'est-à-dire on montre les photos, il se met en boule, il ne veut pas voir les photos,
on fait le récit de ce qui s'est passé, il se bouche les oreilles. C'est vrai que c'est un comportement de fuite totale. Oui, de fuite ou alors d'autoprotection. C'est-à-dire que typiquement, il n'a pas la capacité à accepter, à assumer ses actes. Et il y a eu un déni très long, pendant 3 mois, et il a refusé. Est-ce que c'est un déni ou est-ce qu'il a camouflé ce qu'il a fait? Alors ça, parce que c'est pas les mêmes notions. Eh bien, parce que le déni, pour être clair, et vous m'arrêtez si je me trompe, le déni, c'est de dire on n'accepte pas soi-même ce qu'on a fait. C'est pas moi. Voilà. Et camoufler, ça veut dire je sais ce que j'ai fait et je le cache. Alors, c'est pas la même démarche intellectuelle. Certes, juste à la lumière de la psychologie, ça ressemble à du déni. C'est-à-dire que c'est inaudible, et donc il se bouche les oreilles physiquement. Il a cette position, vraiment position catatonique comme ça, de position d'enfant, effectivement, pour se protéger. Il ne veut pas, et manifestement, il ne peut pas accueillir cette réalité, et donc il se protège pour maintenir son déni, qui pour le coup, manifestement, est quelque chose de vital pour lui. C'est ce qui le tient encore un peu debout. Maître Florence Roux. On peut aussi imaginer qu'il n'est pas dénué de sensibilité. C'était peut-être aussi compliqué pour lui d'entendre ce qu'il y avait à entendre. Il est directement concerné, de même que les parents sont directement concernés. Ils ont tous en commun d'avoir aimé la même personne, quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors autant je comprends la position des parents, autant je comprends que Mme Fouillot n'ait pas pu rester dans la salle, et à sa place, j'aurais fait la même chose, mais autant je comprends aussi que Jonathan Daval ne puisse pas entendre et ne puisse pas, au-delà même de s'interroger sur le fait de savoir s'il peut reconnaître, il a déjà reconnu, mais assumer ou pas assumer, il n'est pas insensible. On ne nous a pas décrit un psychopathe froid. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a des émotions et qui ne peut pas supporter, au même titre que les parents, le récit qui est fait par les experts et le rapport d'autopsie. Et justement, la maman disait quelque chose d'intéressant. Elle disait qu'il ne nous parle pas d'amour. Ce n'est pas de l'amour, et je ne veux pas entendre le mot amour. En fait, elle a eu très peur, visiblement, la maman, que Jonathan dise « je l'aime toujours ». En fait, elle a eu peur d'une expression de ce type-là. Bien sûr, parce que il faut se mettre à la place de cette mère. Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de moins surmontable et de sûrement pas surmontable. Et le fait qu'on ait pu tuer son enfant, elle ne peut pas entendre qu'on ait aimé son enfant. Mais ça, je veux dire que c'est très, on l'ait tué très en humain. disant qu'on l'a aimé, c'est ça. Mais bien sûr. Et en même temps, je pense que Jonathan Daval, qui a reconnu les faits, même s'il a menti, après, il y a sûrement plein de choses qui ont fait qu'il ne pouvait pas, je pense, faire face à ses parents, qui l'ont accueilli comme leur propre enfant aussi. Il y a toute une histoire, ils ont vécu chez les beaux-parents. Donc, il y a plein de développements là-dessus qui seraient intéressants, mais on va entendre d'ailleurs dans un instant, on va entendre le père d'Alexia qui s'est exprimé il y a 1 heure environ sur le parvis du tribunal après avoir été confronté à Jonathan. Mais juste une petite question, Laura Lebar, psychanalyste. Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, Jonathan aime toujours Alexia? Alors, on peut tout imaginer. Encore une fois, moi, de ce que j'ai suivi, de ce que je retiens de tout ça, on voit bien dans l'étranglement, il y a la façon dont il l'a fait, il y a plus une volonté au départ de faire taire Alexia, d'arrêter d'entendre ses mots. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, je ne voulais plus l'entendre. Il y a plus une volonté qu'elle se taise, qu'il ne voit plus cette opposition, qu'il ne se sente plus humilié, rabaissé, c'est ce qu'il va dire, plus qu'une volonté de tuer. Donc oui, il est tout à fait possible qu'il l'aime toujours. Alors l'audition du médecin légiste a également permis hier d'en apprendre plus sur l'accusé, sur les problèmes médicaux qu'il rencontre depuis sa plus tendre enfance, Charles Durand. Oui, en effet, le médecin a indiqué qu'il avait un retard de langage lorsqu'il était petit. Il a également eu des troubles du comportement en lien avec son apparence physique. Et il a aussi eu une scoliose à l'âge de 14 ans, ce qui l'a contraint à porter un corset et qu'il a mal vécu. Et Jonathan est tellement obsédé par la propreté que son comportement frise, d'après lui, les troubles obsessionnels compulsifs. Oui, le médecin est également revenu sur 2 éléments importants du dossier médical de Jonathan, sa côte cassée et ses problèmes d'érection. Oui, car Jonathan a eu une côte cassée en 2016 et il a affirmé aux enquêteurs que c'était sa femme, Alexia, qui lui avait cassé cette côte en lui donnant un coup de pied. Mais l'origine de sa blessure n'a pas pu être confirmée. Quant aux troubles de l'érection, Jonathan Daval suit effectivement un traitement pour y remédier depuis 2016. Et le dossier médical d'Alexia Daval a également été exposé devant la cour. Et comme son mari, Alexia était allergique aux acariens et a souffert d'une acné persistante quand elle était jeune. Mais ce sur quoi le médecin légiste a longuement insisté, c'est surtout sur l'aide médicale à
la procréation dont elle bénéficiait. Alexia a effectué de nombreuses consultations gynécologiques entre 2016 et 2017 et cela a fini par porter ses fruits puisqu'elle est tombée enceinte en juillet 2017 avant finalement de faire une fausse couche un mois plus tard. Et les parties civiles ont également profité de l'audition du médecin pour revenir sur la thèse de l'empoisonnement puisque ces parties civiles suspectent Jonathan d'avoir fait ingérer des médicaments à sa femme à son insu pour l'empoisonner. En effet, des molécules psychoactives ont été retrouvées dans le sang et les cheveux de la victime, mais le médecin a confirmé que du zolpidem et du tétrazépam avaient bien été prescrits à une époque à Alexia. L'expert a également mentionné les fameuses crises d'hystérie décrites par l'accusé, sans pouvoir en expliquer l'origine. Son audition n'a donc pas permis d'éclaircir cette thèse. Alors aujourd'hui, c'est un moment très fort qui se déroule devant la cour d'assises depuis ce matin, puisque les proches d'Alexia, qui devaient initialement être entendus hier, ont enfin été appelés ce matin à la barre. La maman d'Alexia avait prévu d'ailleurs de lire un texte à son futur gendre et de lui poser des questions, mais le président lui a rappelé qu'il n'était pas autorisé à s'adresser directement à l'accusé. Les parents d'Alexia espéraient ainsi provoquer des révélations et faire éclater toute la vérité. On revient sur ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, à son arrivée à l'audience, la mère d'Alexia Daval sait qu'elle va pouvoir s'adresser à son gendre. C'est à elle seule qu'il avait demandé pardon durant l'instruction. Jusqu'à présent, c'est elle qui l'a fait basculer à chaque fois. J'en sais rien, franchement. Allez. On verra bien. L'avocat de Jonathan Daval l'affirme. Aujourd'hui, son client est prêt à dire la vérité et à lever toutes les zones d'ombre de cette affaire. Il a toujours dit depuis un certain temps que de toute façon, lui voulait tout dire au procès. Et je crois sincère, Madame Fouillot, s'ils veulent la vérité, ils l'auront avec ce procès-là. Mais ils n'auront pas une fausse vérité. Les débats ont écarté certaines choses qui ont été parasitaires pendant 2 jours. Je pense qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir commencer le procès de Jonathan Daval. Depuis le début du procès, Jonathan Daval ne s'est pas encore exprimé. Après de longs mois de mensonges, il avait fini par avouer le meurtre de sa femme, mais n'a jamais révélé le mobile de son crime. Et c'est ce qu'attend la famille d'Alexia depuis maintenant 3 ans. Jonathan, il est plongé dans son mensonge et je pense qu'il n'en sortira pas. J'espère de tout cœur qu'il y a un phénomène, un déclencheur qui puisse opérer le contraire, mais j'ai de gros doutes à ce niveau. C'est le père d'Alexia Daval qui le premier s'avance à la barre. Il raconte, décrit sa fille chérie, puis se tourne vers Jonathan Daval. Comment a-t-il osé dire qu'il l'aimait alors qu'il l'a traînée dans les escaliers pour la brûler dans une forêt? J'ai cette image à l'esprit depuis maintenant 3 ans. Dans le box, Jonathan Daval baisse les yeux. C'est lui, cet après-midi, qui sera interrogé par la cour d'assises. Voilà, on attend avec impatience ses propos cet après-midi, bien évidemment. Dans un instant, vous entendrez le papa d'Alexia Daval, Maître Florence Roux. C'est très compliqué, ce type de procès, parce que les parents veulent la vérité. Mais la vérité, c'est peut-être pas celle qu'ils attendent non plus. Et il va peut-être se dire des choses qui vont les gêner, qui vont les déranger. En particulier cet après-midi, quand Jonathan va parler. Oui, là pour l'instant il n'a pas parlé, on l'a rappelé dans le reportage, c'est normal puisque de toute façon il y a toute une procédure à respecter et il faut aussi garder à l'esprit que les jurés ne connaissent pas le dossier et que l'instruction se fait à la barre. C'est-à-dire que tout est dévoilé à ce moment-là et que tout se joue à la barre, c'est vraiment une audience complètement orale. Ce qui fait qu'il faut respecter un certain processus pour que ces mêmes jurés comprennent quelque chose, sinon ça n'aurait aucun sens. Et donc du coup, la parole va être donnée à l'accusé cet après-midi et probablement encore demain avant la suite, avant les plaidoiries, les réquisitions et les plaidoiries. Mais c'est vrai que, et je l'ai vécu plein de fois, la mère principalement, c'est toujours la mère qui est dans cette position. Mais ça se comprend aussi, et on comprend pourquoi. Et cette mère a sûrement pensé, parce que c'est déjà arrivé, qu'elle allait le faire parler, qu'elle allait déclencher quelque chose. C'est arrivé 2 fois déjà. C'est déjà arrivé 2 fois dans ce dossier, c'est vrai que c'est déjà arrivé 2 fois. Le problème, c'est que chez le juge d'instruction, c'est peut-être un petit peu plus libre pour se mouvoir et pour s'exprimer. Là, on est dans le cadre d'une cour d'assises avec un cérémonial, avec des process qu'on doit suivre. En principe, on ne lit pas une note, c'est pas autorisé. Non. Ouais. Alors après, le président peut l'autoriser, mais en principe, les gens viennent témoigner à la barre, qu'ils soient experts, témoins, parties, sans rien. Donc ils doivent parler spontanément. Et un témoignage doit être spontané. Un président n'interroge pas
Il faut vraiment venir dire ce qu'on a à dire et puis après, les questions peuvent arriver. Mais du coup, c'est vrai qu'on comprend que cette mère a dû vouloir s'expliquer directement avec l'accusé et que ça n'est pas possible. Pas directement, puisque ça doit passer par les questions du président. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage parce qu'on l'a vu à l'occasion d'autres procès, cette confrontation peut déclencher quelque chose. Une étincelle, tout d'un coup, peut tout déclencher. Et cette étincelle, c'est quelque chose qui arrive, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment très spontané, très imprévu. Ça arrive ou ça n'arrive pas, mais c'est un concours de circonstances qui fait que ça peut intervenir. Donc... En tout cas, ce décryptage est passionnant parce qu'on comprend bien comment les choses se passent. Et on l'a compris aussi, les parents sont déterminés à montrer que Jonathan n'était pas le gentil gendre, timide et sans histoire, qui aurait basculé soudain dans un acte de folie, mais bel et bien un grand manipulateur. Alors, à 11h ce matin, c'est Jean-Pierre Fouillot, le papa d'Alexia, qui s'est avancé en premier à la barre. Il avait une feuille de notes à la main. Il s'est exprimé avec une voix tremblante. Et Jonathan est resté de marbre derrière son masque. Quand le papa d'Alexia regarde Jonathan, l'accusé baisse les yeux. Écoutez, le papa d'Alexia, il s'est exprimé il y a quelques instants seulement en sortant sur le parvis du tribunal. Il venait de vivre cette confrontation avec celui qui a tué sa fille. Sans avoir de réponse, mais je n'attendais pas dans mes propos. Et c'est vrai que moment à la fois chargé d'émotions, chargé, pas de colère, mais de rancœur, colère, rancœur. Moment très très difficile pour moi qui n'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça. Vous étiez très dur quand vous avez dit vous ne pouvez pas l'aimer. Je vois cette image. Vous pouvez nous dire... Oui. Moi, c'est l'image qui me restera toujours de la reconstitution. C'est Jonathan qui traîne Alexia par les pieds. Quand on a aimé quelqu'un, soi-disant qu'on a aimé quelqu'un pendant tant d'années, et avoir des propos et dire qu'on l'aime encore, mais c'est impossible quand on voit la scène. On ne peut pas penser qu'une personne qui agisse de la sorte puisse encore aimer son conjoint qu'il vient d'assassiner. Vous avez pu dire tout ce que vous aviez sur le cœur. Monsieur Fouillot qui a été sali, vous avez souffert de ça. Bien sûr, pendant 6 mois, nous avons souffert. Notre honneur a été mis sur toutes les salis, mis sur toutes les pages de journaux, les journaux télévisés. Nous savions qu'on était innocents. On sait qui on est. Mais le spectateur français n'est pas au courant. La famille Fouillot, il ne la connaît pas. Les Grélois nous connaissent, mais c'est tout. Les Grélois savaient qu'on ne pouvait pas être à l'origine d'un tel massacre. Mais la France entière, elle, pouvait en douter. Et ça, nous avions à ce niveau-là des regards, nous sentions des regards plus que durs. Voilà, c'était il y a quelques instants seulement devant le tribunal. On va écouter un autre extrait dans un instant. Laura Lebar, psychanalyste, on sent là le père en souffrance. Mais alors, il est en souffrance pour plusieurs choses. Il est en souffrance pour ce qui s'est passé. Il est en souffrance parce qu'il a le sentiment de trahison. Mais il est en souffrance aussi parce qu'à un moment donné, il faut se souvenir que Jonathan Daval les a accusés. Il a accusé sa belle famille d'être à l'origine d'un complot familial pour cacher le meurtre d'Alexia. Et ça, c'est vrai que ça a été évacué depuis quelque temps, mais le père, là, il pense toujours et en souffre toujours. Alors, déjà, perdre un enfant, comme disait Florence tout à l'heure, c'est déjà très dur parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Et tout ce qui n'est pas dans l'ordre, on n'est pas conditionné à l'accepter. En plus, elle se fait tuer par son mari. Ils doivent déjà supporter le deuil, supporter d'avoir perdu leur fille. En plus, sur une affaire qui est médiatisée, où en plus ils sont accusés et ils doivent l'assumer devant la France entière. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de faire leur deuil, d'assimiler l'information, qui sont acculés. C'est extrêmement compliqué. Je comprends que cette souffrance, je pense que ça va le marquer pendant très très longtemps. Ça fait partie de l'ensemble des souffrances du procès qui n'ont fait que se cumuler. Et une souffrance, Jean Dorido, à laquelle... c'est vrai que ça nous était un peu sorti de l'esprit ce moment-là, parce qu'on s'est dit, bon, maintenant, c'est Jonathan, mais on voit le père, il sort de ce face-à-face et il repense à ça. Il remet ça devant les médias en disant, n'oubliez pas, on a énormément souffert de ça aussi.
Oui, c'est-à-dire que c'est une souffrance qui, là, génère de la colère. C'est-à-dire que dans le processus de deuil, dans cette étape de digestion, à supposer qu'elle soit possible, en l'occurrence, il y a effectivement du déni, il y a un moment de colère. Et là, typiquement, ça se voit. Il y a eu vraiment une transformation des parents d'Alexia, avec au départ une attitude profondément humaine, presque dans le pardon déjà. On peut se souvenir de la maman d'Alexia qui était très aimante vis-à-vis de Jonathan, qui voulait comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. Et là, manifestement, il y a vraiment une étape qui a été franchie, cette confrontation à cette réalité insupportable. Et là, ça génère de la colère et ça fait partie de ce processus de deuil à supposer qu'il soit possible, encore une fois, parce qu'effectivement, la perte d'un enfant, les études sur le bonheur, typiquement, le montrent. Quelqu'un peut perdre un bras, une jambe. 6 mois après, il a retrouvé son niveau de bonheur d'avant l'amputation. Et la seule chose où ça ne se retrouve pas, c'est la perte d'un enfant. C'est terrible, les personnes ne guérissent pas de ce chagrin. Alors le papa d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot, est également revenu ce matin face à Jonathan sur ces 3 mois durant lesquels Jonathan pleurait avec eux tous les soirs. Il a déclaré « Nous avons épaulé Jonathan, on l'a chéri encore plus que d'habitude. Il mangeait avec nous, il sortait avec nous. Il est même venu manger au bar avec nous, pleurer sur le drame qui venait de se passer, dont il avait pourtant toutes les clés. Pendant ces 3 mois, il s'est moqué de nous, il a usé de notre bonté. » Écoutez un autre extrait de ce qu'a dit il y a quelques instants justement le papa d'Alexia devant le tribunal. L'avocate de Jonathan a rappelé qu'après la reconstitution, vous lui aviez dit que vous l'aimiez aujourd'hui. Quelle est votre position? Non, aujourd'hui, on était encore entre parenthèses, dans les feux de l'action. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'amour quand on connaît réellement le dossier, savoir tout ce qui s'est passé, les mensonges, l'autopsie qui a révélé à tout le monde dans l'état où était Alexia ce que nous n'avons pas pu supporter, nous sommes sortis. Quand on pense à ça, c'est l'horreur. Vous avez dit en abri perpétuité. Vous espérez aujourd'hui que la même peine soit... Non. Nous, on a pris perpétuité par rapport à notre avenir. Nous, on n'a plus d'avenir avec Alexia. C'est la perpétuité qu'on a, c'est que jamais on la retrouvera un jour, mais on ne pourra pas lui parler à ce moment-là. Et vous souhaitez la peine maximale pour M. Laval? Voilà, c'est à la cour. Oui. Il fallait quand même que vous vous tourniez vers lui. Bien sûr, je me suis tourné vers lui. Mais Jonathan fuyait mon regard dans la seconde qui suivait. À chaque fois que j'avais des mots durs, entre parenthèses, mais qui ne sont pas des mots durs, qui sont les mots de la réalité, Jonathan baissait les yeux. Voilà, c'était les déclarations du papa d'Alexia il y a quelques minutes seulement lors de la pause, puisque vous savez qu'il y a une pause à midi et il est sorti lors de la pause avec sa femme et ils ont fait ces déclarations devant la presse. Maître Florence Rau, il y a ce mot amour qui revient tout le temps. Tout le temps. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de la maman d'Alexia. Ça revient dans la bouche du papa d'Alexia. C'est quelle relation avait vraiment Jonathan avec Alexia? Et est-ce qu'il peut encore vraiment l'aimer? Et je crois qu'au fond, il y a peut-être une autre question qu'il se pose eux-mêmes. C'est est-ce qu'il nous aimait? C'est là peut-être le nœud du problème, c'est qu'en effet, Jonathan, il avait épousé Alexia, mais est-ce qu'il n'avait pas aussi épousé une famille? Est-ce qu'il n'avait pas trouvé une famille? Ils avaient des rapports qui étaient quand même un peu hors normes. C'est bien, c'est beau d'accueillir un gendre de cette manière, mais c'est pas non plus si courant d'avoir cette fusion. Ils ont été hébergés tous les deux, ils ont vécu avec les parents d'Alexia, ils étaient tout le temps ensemble. Et on a entendu souvent, si on se rappelle toutes les interviews qu'on a entendues et tout ce qu'on a pu voir dans les reportages, on a beaucoup entendu parler de cet amour des parents pour leur fille et puis pour le couple qu'ils formaient et puis pour Jonathan aussi. Et d'ailleurs, pendant ces 3 mois, ils l'ont aimé puisqu'ils l'ont gardé dans leur giron, si je puis dire. C'était leur fils. Et c'était leur fils. Ouais, c'est ça. Et peut-être que là s'explique le fait qu'il ait menti pendant ces 3 mois. Comment est-ce qu'il pouvait
se sortir de cette situation épouvantable. Il avait supprimé celle qu'il aimait, sa fille, sa femme, et il était en train de perdre la famille qui était pour lui apparemment la famille modèle, celle qu'il n'avait peut-être pas eue, en tout cas pas comme ça, et celle qu'il avait l'air d'aimer autant que sa femme. Donc il y a beaucoup de liens d'amour. Alors après qu'on les dénie, après qu'on les garde à l'écart pour mieux peut-être assumer et supporter tout ça, je peux le comprendre, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'amour et qu'à un moment donné, quelque chose fait basculer. Ce quelque chose, c'est le huis clos qui se passe entre Alexia et Jonathan. Ces mots qui ont dû voler, ces gestes qui ont dû dépasser sans doute la volonté, cet enchaînement qui a fait qu'on en arrive au drame. Mais en même temps, tout ça, il faut y faire face pour tout le monde. Cette affaire est vraiment une somme d'amour et de malheur et une somme de circonstances qui crée le chaos, mais pour tout le monde, aussi bien pour la famille, Mais que la pour question, Jonathan. c'est aussi de savoir qui était vraiment Alexia. Quand même, parce que il y a Alexia qui est décrite par les parents, qui est une fille douce, qui est une fille gentille, et puis il y a l'autre Alexia qui est décrit en particulier par la défense de Jonathan et qui nous l'a décrit comme quelqu'un de dur, d'autoritaire, de dominatrice. Alors c'est intéressant parce que les images s'affrontent en ce moment au tribunal et en tout cas les proches d'Alexia, eux, sont bien décidés à défendre la mémoire d'Alexia. Et écoutez ce témoignage, c'est le témoignage de l'adjointe au maire qui a célébré son mariage avec Jonathan et c'est également une amie de la famille. Et elle dit Alexia n'est pas la femme à la personnalité écrasante qui a parfois été décrite par son mari. D'après elle, Alexia est une femme douce et gentille comme elle l'a dit sur BFM. Alexia, elle est à des années-lumière de ce que j'ai pu entendre. Elle est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Gentille, pétillante, gaie, elle aimait la vie, elle aimait... Voilà, c'est pas une femme dominatrice, pas une castratrice, pas une personnalité écrasante comme je l'ai entendu quelquefois. Elle n'était pas dominatrice, elle n'était pas castratrice. Jean Dorido, docteur en psychologie, moi, en fait... elle donne l'image qu'elle avait, elle, cette amie. Parce que depuis le début, on s'aperçoit que l'image n'est pas la réalité dans ce dossier, dans beaucoup de cas d'ailleurs, dans beaucoup de couples et dans beaucoup de familles. En fait, je crois que cette dame, elle est très sincère quand elle parle. Mais c'est juste ce qu'elle percevait. La réalité est différente. Tout le monde disait au départ que c'était un couple fantastique, un couple dans lequel tout allait bien. On s'aperçoit qu'au final, quand on rentre dedans, rien n'allait. Et elle s'est arrêtée à l'image, en fait. Oui, complètement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment... quelque chose qu'on apprend très tôt en psychologie, c'est que personne n'est dans l'intimité des couples. Personne, à part Jonathan Daval, et ça fait partie des enjeux de ce procès, personne ne peut savoir comment ça se passait entre eux. On a un garçon qui manifestement n'est pas un psychopathe, ça n'est pas un serial killer, Jonathan Daval. Manifestement, il n'a jamais tué personne avant cet acte dramatique. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Laura l'a très bien rappelé, il a étranglé Alexia pour qu'elle se taise, et personne ne peut savoir quelle était la nature de leur relation, cette fameuse côte cassée. Est-ce que vraiment ça a fait suite à une bagarre entre eux? Personne n'en sait rien. Ce que l'on sait en psychologie, c'est que c'est le contexte qui crée le passage à l'acte, si vous voulez. Il y a la personnalité, certes, il y a des psychopathes, d'accord, ça n'est manifestement pas dans ces cases-là que rentre Jonathan Daval. Ça veut dire que ces deux personnes, Alexia et Jonathan, malgré eux, ont réussi à construire une situation qui s'est achevée de la façon tragique que l'on connaît, et ils sont co-responsables de ça, et c'est toute la question autour de qui était vraiment Alexia. Voilà. Laura Lebar, psychanalyste, on est vraiment là dans la question qui était-il vraiment, parce qu'il y a l'image qu'ils ont renvoyée, dont cette dame adjointe au maire se fait l'écho, mais en fait, depuis le début, elle devrait quand même aussi se dire qu'elle s'est trompée sur eux. Mais pas forcément, c'est toujours une question de réalité psychique. Hein. Alors, expliquez-moi cette notion-là. Ça se complique un peu pour moi. Tel que je vais me présenter à vous, c'est pas la façon dont je vais me présenter à mon conjoint, c'est pas la façon dont je vais me présenter à mes parents, c'est pas la façon dont je vais me présenter avec ma meilleure amie, forcément. Donc, chacun va me percevoir avec sa propre réalité psychique, sa propre sensibilité, sa propre perception, ce qu'il voit de moi. On a tous plein de prismes différents. Mais là, on a compris qu'on s'est tous trompés. Enfin, tous les gens qui les connaissaient se sont trompés. Ils pensaient que c'était le couple parfait. Ils pensaient que c'était... Pas forcément. On voit qu'il a des troubles d'érection. On voit qu'il a des les gens ne le savaient pas. Non, mais les gens ne le savaient pas. Peut-être que cette image que lui décrit de la femme castratrice, il l'a décrit suite à des problèmes d'intimité.
Non, mais ce que dit Laura, je suis parfaitement d'accord avec ça parce que, effectivement, Laura n'est probablement pas une femme castratrice. Elle n'est sans doute pas la brute que certains... Laura ou Alexia? D'accord, pardon. Je suis désolée. Tout d'un coup, je me suis dit, elles se connaissent très bien. Pardon pour cette erreur. Mais Alexia n'a pas l'air, en effet, de quelqu'un qui soit aussi dur, aussi autoritaire et qui veuille imposer sa loi. Mais il semble quand même, on l'a décrit aussi comme quelqu'un qui est un peu la locomotive. Alors, elle peut être très douce, très gentille et formidable, et puis vouloir toujours l'entraîner quelque part où il a peut-être, lui, pas envie d'aller. Et quand vous parlez de prisme, effectivement, lui, avec sa sensibilité, avec sa personnalité, avec son histoire, son vécu, comment le reçoit-il? C'est le problème de l'émission Perception. Et effectivement, les deux, à un moment donné, ne sont pas raccords. Et là où elle peut, avec toute sa jovialité, sa douceur, sa bonté et sa beauté, elle veut l'emmener dans une aventure et lui ne sait peut-être pas comment lui dire que ça va trop vite pour lui ou que c'est trop fort ou que c'est pas ce qu'il veut. Et puis, il a son ressenti qui fait qu'à un moment donné, ils ne sont pas en phase et que ça déraille, tout simplement. En tout cas, on va attendre avec impatience ce qui va se dire cet après-midi, parce qu'il va prendre la parole, a priori, cet après-midi. Jonathan, il va donner sa version, ses explications. On aura l'occasion d'y revenir longuement demain dans cette émission. Merci Laura Lebar, psychanalyste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans Crime et Faits divers.